J'y vais. Le 4 décembre 1922, ça va vraiment pas. Le 4 décembre 1922 naissait Gérard Philippe. Pour clore l'année du centenaire, Emmanuel Schwartz nous avait proposé une conférence sur cet acteur de cinéma devenu mythique et cet acteur de théâtre que les plus anciens d'entre vous ont probablement vu au TNP ou même dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. Mais cette conférence, prévue donc en janvier, a connu un certain nombre de problèmes en raison des manifestations, du feuilleton, pourrais-je dire, des manifestations des retraites. Et nous avons enfin, aujourd'hui, pu reprogrammer cette conférence que vous attendez tous depuis plusieurs mois. Il est coutume de dire, lorsque le conférencier est connu, qu'on ne le présente plus. Toutefois, je vais tout de même rappeler pour nos nouveaux adhérents qu'Emmanuel Schwartz, conservateur du patrimoine et agrégé de grammaire, ce que j'ignorais et qui m'impressionne beaucoup, a mené sa carrière à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Si j'ai bien compté, il vient pour la 6e fois nous parler. En 2007, c'était l'hôtel de Chimay, c'est-à-dire l'École des Beaux-Arts. En 2009, la chapelle de l'École des Beaux-Arts. En 2010, il a fait visiter l'École nationale des Beaux-Arts, je crois plusieurs fois. En 2012, enfin, si j'ose dire, débarrassé de ses fonctions professionnelles, il nous a... En 2018. Alors, il a tout de même présenté le Bourg Saint-Germain dans les romans d'Alexandre Dumas, Pierre de l'Étoile, chroniqueur de Saint-André-des-Arts, et en 2019, David d'Angers, l'artiste que tout le monde connaît, mais qui a été aussi maire socialiste de notre arrondissement. Alors, Emmanuel Schwartz a l'habitude de parler des aspects peu connus, moins connus, méconnus ou même cachés des personnages dont il nous parle. Donc, si vous voulez relire les conférences qu'il a faites, il suffit de lire le bulletin. Et je ne cite pas ses nombreuses publications et je lui cède la parole pour nous parler de Gérard Philippe. Ah non, je me mets là. C'est vous qui prenez la place. Il faut bien parler dans le micro. Oui. Peut-être du retard, j'ai un peu réécrit la conférence en la centrant plus sur le 6e arrondissement. Ah, il faut parler dedans. Alors, du fait des retards, j'ai un peu réécrit la conférence en la centrant sur le 6e arrondissement. Donc parfois, vous aurez l'impression que j'oublie mon sujet, Gérard Philippe, mais rassurez-vous, je retomberai toujours sur les pas de Gérard Philippe à travers Paris et particulièrement à Saint-Germain-des-Prés. Oui, c'est vrai, que je sois vraiment dessus. Mesdames, messieurs, il arrive parfois qu'une génération se reconnaisse dans la vie, l'œuvre et la mort d'un homme. Il arrive, plus rarement, qu'il mérite cet honneur. Nombre de ceux qui furent jeunes en 1960 ont été marqués par l'annonce brutale de 2 existences brisées, 2 habitants du 6e arrondissement à 2 mois d'intervalle. Albert Camus et Gérard Philippe, alors le voilà, la photo. Albert Camus et Gérard Philippe, 2 habitants du 6e arrondissement. Alors, l'image que je vous donne ici, c'est une belle image qui est bien prise, c'est Camus des coulisses qui regarde jouer son acteur. Seulement, le photographe, pressentant qu'il y avait quelque chose, quelque étincelle d'immortalité à attraper sur eux, a couvert leur visage et leur silhouette de son nom. Ça n'a pas marché, il est complètement oublié, c'est Bernard, enfin, vous pouvez lire le nom, Rouget. Mais la photographie est bien prise, je vous en donnerai d'autres après. De l'autre côté, c'est une photographie de Gérard Philippe en Caligula. Les 2 créateurs de Caligula se ressemblaient en presque tout. Hommes du Midi, de gauche et de théâtre,
séduisant ou séducteur, belle voix, tuberculeux, emportés en pleine gloire, désespérés par le politique, enterrés en Provence. Camus tué par une route stupide et redevenu l'auteur des classes de lycée, du moins de celles qui lisent encore. Les élèves des années 50 à 60 apprenaient les textes classiques dits par Gérard Philippe. Voyez ces lycéennes, lisant le Paris Soir du 25 novembre 1959 devant le 17 rue de Tournon où l'acteur venait de rendre son dernier souffle. Elles ont assurément gardé le souvenir de ce jour. Si elles sont encore de ce monde, sait-on de cet auditoire. Votre société historique fut logée jusqu'à ces derniers mois dans une salle qui portait le nom de Gérard Philippe, né il y a 100 ans et demi à cause des 6 mois perdus. Un siècle, c'est une durée historique et c'est pour un acteur largement suffisant pour être effacé de l'histoire, car l'immortalité promise au poète est presque inaccessible à celui qui lui prête sa voix et ses traits. Gérard Philippe a succédé à Talma, à Sarah Bernard, à Louis Jouvet, dont je vous parlerai de leur rôle respectif, dans les plus grands rôles. Il en a créé plus d'un: Caligula, Fanfan la Tulipe, Frédéric de Montbourg, le prince Mishkin, Julien Sorel, Richard II. Aux questions qui se posent à propos de sa popularité persistante au-delà de la mort, une réponse existe toujours dans les rôles mêmes qu'il interpréta ou qu'il aurait dû interpréter si Dieu lui avait prêté quelques années de plus. Lorenzaccio posait la question à un jeune artiste, tout fier de sa peinture: combien y a-t-il d'ici à l'immortalité? À quoi le prince de Montbourg, devant le peloton d'exécution, répondait: immortalité, maintenant tu es à moi tout entière. À travers le bandeau, c'est toi qui rayonnes de tout l'éclat de tes innombrables soleils. Mon âme s'élève dans un empire de calme et de silence. Et comme le navire châté vers la haute mer, voit le rivage sombrer sous l'horizon. Ainsi, pour moi, s'effacent les formes et les couleurs de la terre. La vie descend toujours plus bas, la vie s'éloigne dans le vague, et tout n'est plus qu'un nuage au-dessus de moi. Ce nuage d'immortalité, chanté par Kleist, nous oblige à un parallèle constant entre Gérard Philippe et une autre personnalité, le metteur en scène sétois Jean Vilar, qui lui offrit le rôle de Hombourg, et qui le convertit à sa religion du théâtre. Autre point plus matériel, il n'est pas possible ici de diffuser des enregistrements anciens. Il vous faudra donc supporter que seule votre voix éraillée fasse parler des photographies en noir et blanc de Gérard Philippe et de ce 6e arrondissement qu'il accueillit et scelle-là son destin. Désireux de mener à leur terme des études commencées en zone libre à Cannes et Nice, alors refuge du cinéma français, Gérard Philippe s'inscrivit à Paris, au conservatoire, rive droite, dans la classe de Georges Leroy. Je vous parlerai un peu de Georges Leroy, mais ça n'est pas peu importe son image, c'est son influence qui a de l'importance. Lequel lui assigna, voilà comment on écrivait à l'époque, le professeur parlant à son élève, un clavier allant de Hamlet au menteur. Et entre les deux, il y a la tragédie et le drame. Il prit une chambre en 44, au 7 rue du Dragon, l'ancienne cour du Dragon, dans un quartier d'éditeurs et de libraires que l'acteur remercia plus tard par ses réclames offertes au livre. Alors c'est une belle réclame là, qui a servi d'affiche. Vous voyez la réclame était également posée dans les rues. Je ne savais pas qu'à l'époque, je ne me rappelais pas qu'on mettait de grandes affiches sur les échafaudages, mais aucun de nous n'a retrouvé à quel endroit elle était. C'est sûrement pas dans l'arrondissement. Mais si quelqu'un nous le dit, eh bien, il méritera toute notre reconnaissance. On doit pouvoir reconnaître le restaurant à droite. À gauche, c'est l'affiche telle qu'elle est encore vendue. Et je dévore les livres. Claude Roy, biographe et ami de Gérard Philippe, évoqua cette époque à l'imparfait et au plus que parfait. Gérard Philippe incarnait le rêve de toute une génération qui avait découvert que la résistance est plus excitante que le scoutisme et qui ne s'achetait pas des scooters, mais des livres. L'appartement de la rue du Dragon avait été cédé par Yves Allégret et Simone Signoret, qu'il avait connu. Yves et son frère, d'ailleurs, Marc Allégret, ils les avaient connus à Nice, qui était le centre du cinéma français et qui était même un peu, d'ailleurs, un centre de théâtre. Boîte à lettres de la résistance, dit-on. Nous reparlerons des livres, moins souvent des scouts et des scooters, et ne raconterons ni la participation de Gérard Philippe à la libération de Paris, ni la condamnation à mort de son père, fait de collaboration. Ce sont des sujets qui ne sont pas sans intérêt, mais enfin qui nous éloigneraient de notre sujet. C'est sur la rive droite. Le Dragon était voisin de Gallimard, d'André Gide et d'Albert Camus, qui étaient cachés. Ah tiens,
Le Dragon était voisin de Gallimard, d'André Gide et d'Albert Camus, caché en 1944 au 1 bis rue Vanneau chez Gide. Gérard Philippe, en 1950, tourna un documentaire avec André Gide de Marc Allégret, qui était l'amant, chacun sait, d'André Gide. Des dons de séduction révélés à Nice et quelques recommandations, évidemment surtout féminines, dont celles d'Edwige Feuillère et de Svetlana Pitoyev, la fille de Georges et de Luminia, dont je reparlerai, donnèrent le 11 octobre 1943 à l'étudiant du conservatoire, encore mineur, le rôle de l'ange de Sodome et Gomorrhe au théâtre Hébertot, en l'absence de Louis Jouvet. Évidemment, Louis Jouvet avait créé tous les rôles de Giraudoux. C'était l'interprète attitré de Giraudoux, mais il était, comme vous savez, exilé volontaire en Amérique latine. Giraudoux assista mourant aux répétitions. Immédiatement connu. Alors, vous voyez, les photographies sont évidemment magnifiques. Ah ben, elle est coupée. Bon, alors je la remets en arrière. Pardon? Je ne suis pas assez près du micro. Immédiatement connu pour sa figure et sa voix d'archange. Donc, vous voyez, c'est des photos d'Harcourt, hein, c'est des photos à la mode de l'époque, les photos d'Harcourt. Mais qu'est-ce que je peux faire? Sinon, je fais, parce que peut-être que ça irait mieux. Je peux parler moins vite, ça c'est certain. Alors, je reprends. Immédiatement connu pour sa figure et sa voix d'archange, photo d'archange. Qu'allait faire après un tel début l'étudiant acteur? Déjà, l'étudiant acteur. Il dévorait les livres. Dans sa chambre du Dragon, il lut Caligula. Il se présenta pour le rôle à Jacques Hébertot. Hébertot. J'en suis encore là. Il se présenta pour le rôle à Jacques Hébertot. Hébertot jugea Gérard Philippe trop jeune, il n'avait que 22 ans. Caligula était mort dans sa 29e année. Hébertot réservait donc le rôle à Henri Roland, qui ne pouvait pas être accusé d'être trop jeune, puisqu'il était un acteur du 19e siècle, il avait plus de 60 ans. Il avait été Athos dans les Trois Mousquetaires muets. Ça renvoyait à une autre époque. C'était d'ailleurs un très bon acteur. Henri Roland, malade, laissa la place. Alors, donc voilà les photographies donc, de Caligula, et voilà ce qui se passe alors. Gérard Philippe conversa souvent avec Albert Camus. Tous deux, avec Jean Renoir, préparèrent un étranger qui ne fut jamais réalisé. Il existe un scénario, je crois, en Avignon, mais l'étranger qui a été tourné par Jean Renoir n'a aucun rapport avec celui de Visconti, même si Jean Renoir avait été l'assistant de Visconti. Philippe ne voyait en Caligula ni une tragédie, ni une poésie à la façon de Giraudoux, mais un drame pour le siècle des dictateurs déments. Donc, je vais revenir souvent à la notion de tragédie pour Gérard Philippe. Souvenez-vous toujours des sujets de dissertation de ces années-là. Albert Camus avait défini la tragédie dans une formule admirable à Athènes, au discours d'Athènes. Il avait dit, dans une tragédie, Antigone a raison, Créon n'a pas tort. Évidemment, Caligula n'a rien à faire de cela. Dans Caligula, fou de lucidité, implorant la lune, brisant le miroir. Donc, ici, vous avez Camus et Gérard Philippe. Donc, je dis qu'ils se parlaient souvent, malheureusement, sur la photo, là, ils se tournent le dos, mais enfin, c'est pas grave. Donc, vous voyez, ici, je reviens à l'image de Caligula. Dans Caligula, fou de lucidité, implorant la lune, brisant le miroir, Gérard Philippe souleva la salle, écrivit Morvan Lepesque. Morvan Lepesque, ça fait partie de ces grands critiques de cette génération. Il avait des défauts d'un autre ordre, mais par ailleurs, il écrivait admirablement dans Carrefour, plus tard dans Le Canard enchaîné. Jean Vilar vit le spectacle. Vers le jeune homme à la mode affluaient les tentations commerciales, courtisé, sollicité par les théâtres en vue, par le théâtre, j'ai hésité sur la formule, le théâtre des boulevards ou le théâtre de boulevard. Remarque, donc ici, avant-guerre, le cartel des directeurs, dont Jean Vilar, Gérard Philippe, etc., sont plus ou moins des élèves, enfin moins Jean Vilar. Le cartel des directeurs, Jouvet, Pitoyev, Georges Dumilia, Charles Dulin, Gaston Battu, avaient surtout combattu la grossièreté de la critique, tout en servant autant que les œuvres anciennes des œuvres, disons, de boulevard, de facture classique pour le public des boulevards. Et vous voyez à vous dire que Giraudoux, après tout, même si c'est très agréable à lire, c'est tout de même quelque chose qui est assez proche de la facilité intellectualisée du boulevard. Giraudoux était l'écrivain préféré de Jouvet, et Bernard Shaw était l'écrivain préféré de
de Pitoïev, c'est un peu la même chose. C'est très brillant, c'est tout de même, c'est très loin de la tragédie ou du drame. J'hésite cependant à associer devant un public civilisé le nom de Gérard Philipe à ceux, alors excusez-moi de prononcer des noms comme ça, de Marcel Achard et André Roussin. J'ai vu une fois une pièce de Marcel Achard, je suis parti au bout de 10 minutes, tant la vulgarité était effarante. D'ailleurs, ils ont tous les deux été reçus à l'Académie française, donc ils ne peuvent pas se tromper. Vous voyez Flair Sécayavé et La Vivère. Pourtant, eux aussi furent joués par le cartel. Et Philippe se fit connaître par une grande fille toute simple, d'André Roussin, au casino de Nice. Bon, c'était une tournée de province, hein, ce n'était pas encore autre chose. Mais c'est ce qu'il a fait connaître. Après, il a joué Marc-Gilbert Sauvageon, Jacques Deval, que j'ai lu, hein, qu'on lisait encore il y a 50 ans dans Paris Théâtre, qui étaient des boulevardiers, mais assez satiriques et assez agréables à lire. Il les a joués au Maturin, à Montparnasse, à la Michaudière. Cela dura jusqu'en 1949. Donc, je ne vous parlerai que de cette dernière pièce qu'il a jouée en 1949, de sa dernière pièce de boulevard. Ça s'appelait Le figurant de la gaieté. C'était par un certain Alfred Savoir, que je ne connais pas, je vais chercher. Et Gérard Philipe était déjà devenu une célébrité bien payée, avec tout ce qu'il fallait pour attirer du monde. Eh bien, il y jouait un rôle de figurant, c'est-à-dire de raté, de cabot. Et la vedette, donc, qui était déjà Gérard Philipe, cabotinait, on a les photographies de tous ses rôles, en Maharaja, en dompteur, en Méphistophélès, en évêque et en clochard. Ici, vous avez l'évêque et le clochard. Bon, l'évêque est plutôt à droite, mais j'aimerais mieux qu'il soit à gauche, ça serait plus à contre-emploi, mais enfin, je ne peux pas tout démontrer. Donc, je voyais pourquoi j'ai mis l'évêque, c'est que déjà, sous l'évêque, perçait Julien Sorel, qui a été tourné 4 ans plus tard. Rive droite, parfois rive gauche, c'était du boulevard et pas toujours le plus comestible. Heureusement, au 7 rue du Dragon, la première adresse parisienne, le climat était plus nourrissant. Le climat des librairies. Gérard Philipe y retrouva Alain Resnais, qu'il avait vu sur les planches à Cannes en 1942 et qui avait été reçu à l'Institut des hautes études cinématographiques. Bon, je vais 2 ou 3 fois faire l'éloge de Pétain, ne considérez pas que c'est une conviction personnelle, mais il se trouve que les tentatives du Front populaire n'ont pas pu être appliquées. La création de l'IDEC, c'est une idée de Jean Zay. Et il se trouve qu'ensuite, sous Pétain, donc le Vichy a créé réellement cette école. Ça sera pareil pour le théâtre, hein. Il y a une transition qui s'est faite dans des conditions évidemment bizarres, puisque la signification n'était pas la même pour Jean Zay ou pour Léon Blum, et ensuite pour Pétain et pour le directeur des Beaux-Arts, je ne sais plus qui c'était hier, ou je ne sais plus qui. Donc il avait été reçu à l'Institut des hautes études cinématographiques, qui fait maintenant partie de la FEMIS, comme vous le savez. L'étudiant en cinéma demanda à Gérard Philipe d'interpréter 2 courts-métrages expérimentaux aux titres affriolants et totalement incompréhensibles. Schéma d'une identification et ouvert pour cause d'inventaire. Scénario surréaliste et bobine perdue lors de déménagement. On a demandé ce qu'étaient devenus ces 2 films qui ont été les premiers films intéressants, disons, de Gérard Philipe. Eh bien, manifestement, Alain Resnais n'attachait aucune importance à cette œuvre qui était une œuvre de diplôme, de fin d'études. Si vous les retrouvez donc dans votre cave, puisqu'il dit que ça a été perdu dans les déménagements, il va bien traîner quelque part. Alain Resnais publia après la mort de l'acteur un entretien intitulé 7 rue du Dragon, entretien émouvant, face à cette photographie floue qui peut être prise par Resnais devant une boutique de la rue de Rennes. Chaque fois, écoutez ça, il y a tout dedans. Alain Resnais était un directeur d'acteurs admirable, il n'a plus jamais fait tourner Gérard Philipe. Chaque fois que l'on voulait localiser ce qui constituait son talent, l'essence vous en échappait. Était-ce la voix, la diction, les gestes? Lorsqu'il jouait un personnage, il était à sa recherche et jamais figé. C'est sans doute cela qui lui donnait cette sorte de vibration tout à fait personnelle. C'est cette vibration donc qui persiste dans nos oreilles. La Seine, la Skéna, je veux dire, pas la rivière. Les théâtres avant-guerre, c'était la rive droite. Le 6e arrondissement, c'était l'Odéon, désespérément inutile et vide, mais suscitant rêves et ambitions. On ne peut s'empêcher de citer ici une prédiction de Victor Hugo, au temps où les enfants du paradis préféraient au Bourg Saint-Germain les boulevards. Voilà ce qu'il avait dit. Écoutez, c'est admirable quand on est du 6e arrondissement. Mettre un théâtre dans un quartier désert, le 6e arrondissement donc, qu'on veut vivifier et s'imaginer qu'on y fera venir le public
C'est comme si l'on se figurait qu'en posant un poisson sur la terre quelque part, on y fera venir de l'eau. C'est pourtant ce qui se produit ici. Les prémonitions hugoliennes sont admirables, elles retombent toujours sur leurs pieds. Quels furent ces poissons? Le vieux colombier bien avant la guerre, donc dès 1913, et les noctambules, ainsi que d'autres, les théâtres de poche, pendant les hostilités, parmi d'autres, furent aux origines d'un théâtre, d'un jeune théâtre de recherche, on disait alors un théâtre d'essai. Alors, je vais donc revenir tout à l'heure sur les noctambules, qui est le lieu de rencontre des deux acteurs. Mais je passe d'abord sur 42-43. Donc, c'était une glorieuse période, comme vous savez. Le mouvement, alors, le théâtre sous Pétain a été l'objet, comme pour le LIDEC, d'une tentative de la politique culturelle de Vichy. Le mouvement Jeune France, formé par Emmanuel Mounier, donc à Vichy, emprunta à Léon Blum et à Charles Dullin un programme d'éducation par les arts. Je dis bien éducation par les arts, ça n'est pas un programme d'éducation artistique. Il ne s'agissait pas de faire du dessin ou de, comme on faisait au lycée, enfin, ou de chanter. Il s'agissait de se cultiver et par les arts, par la connaissance des arts, c'est-à-dire essentiellement la peinture et le théâtre, d'arriver à une forme de liberté différente de ce qu'il y avait eu avant. Mais vous pensez bien que dans l'optique de Vichy, c'était surtout un moyen de faire venir la jeunesse et de les mettre dans des mouvements de jeunesse. C'est l'équivalent du riage pour les cadres. Ça a mal tourné beaucoup plus vite que pour le riage. Les Jeunes France, qui étaient presque tous proches de la résistance, furent dissous en moins d'un an. Mais leur projet put éclore après la libération. Parmi ces Jeunes France, plusieurs étaient à Paris, revenus à Paris quand Philippe s'y présenta. Alors, les trois noms que je vais vous citer, ce sont les noms qui ont fait Gérard Philippe. Il aurait fait quelque chose sans doute même, mais ils sont tellement associés à sa vie que je les cite ici et que j'y reviendrai souvent. Jean Villard et Jeanne Laurent décidèrent de sa vie artistique. Et le peintre Léon Gisquia lui reste associé bien après la mort. C'est des raisons que vous saurez tout à l'heure. Jean Villard doit, pour sa compagnie des Sept, un théâtre d'essai, le tout jeune théâtre de poche. J'en parle ici puisque ça nous met enfin dans le 6e arrondissement. C'est-à-dire qu'il est du côté 75, boulevard du Montparnasse, c'est du côté 6e. C'est encore un de ces théâtres créés au temps de Pétain. Pendant les années sombres, il a invité, regardez les affiches, elles sont impressionnantes, Jean-Paul Sartre a disserté du style dramatique, Albert Camus de la mise en scène, Thierry Molnier de la critique. Les œuvres de ces trois écrivains, deux jeunes quasi inconnus, le troisième, homme de toutes les influences et de tous les retournements de veste, surtout, c'était des hommes de talent, de toute façon, indéniablement, furent ensuite interprétés par Villard et Gérard Philippe. Deux d'entre eux se déclarèrent leurs ennemis mortels. Vous pouvez deviner lesquels, mais je vous le dirai tout à l'heure. Villard, le 20 avril 1944, recréa pour sa génération le Don Juan de Molière au Vieux Colombier, bien avant le retour de Louis Jouvet. On voit partout que c'est Louis Jouvet qui aurait recréé au XXe siècle le Don Juan qui avait été joué une fois au XIXe siècle, à peu près, c'est presque jamais, et ce n'est pas vrai. Hein. Jean Villard a joué pendant Vichy son Don Juan, qui était admirable, il faisait des enregistrements. Jouvet est arrivé et ensuite il a monté le sien d'une façon très différente. En tout cas, je n'ai aucune preuve que Gérard Philippe l'ait vu, mais ce qui est certain, c'est que Gérard Philippe semblait prédestiné au rôle de Don Juan, qu'il ne joua donc jamais. Il le médita toute sa vie. Jean Villard obtint un triomphe avec la danse de mort au minuscule théâtre des Noctambules. Donc j'y reviens. Rue Champollion, début 45. Retenez l'appréciation de Claude Roy. Villard joue presque à mi-voix, à 3 mètres de nous. On a l'impression d'être dans une chambre avec lui. C'est de la musique de chambre, de la peinture de chevalet. Alors le voilà, donc vous l'avez connu sous le nom de cabaret, de théâtre, de cinéma, d'utopie, de reflet Médicis, selon votre âge, hein. Mais il existe encore, je ne sais plus son nom. Alors, or, vers les Noctambules, théâtre de la confidence poétique, qui prit ensuite à Chaillot des résonances de cathédrale, Gérard Philippe taillait aussi son chemin. Après le succès de Caligula, sur invitation du théâtre Édouard VII, donc un théâtre bien bourgeois, un théâtre bien bourgeois, quartier de l'Opéra, 1947, Gérard Philippe, Maria Cazares, Roger Blin et Georges Vitali, Gérard Philippe et Georges Vitali jouaient dans Caligula. Maria Cazares avait eu d'autres rôles, c'était la maîtresse de Camus par ailleurs, vous savez, on ne lance pas dans des détails comme ça.
Ils s'étaient tous entichés de cette œuvre follement poétique. Henri Pichet, paraît qu'il avait un génie particulier, que lorsqu'il lisait ses propres textes, il les lisait admirablement. Pour être franc, si on veut les lire maintenant, il faut vraiment avoir du temps devant soi. C'est quasiment illisible. Mais il n'empêche que ça a été joué 2 fois par Gérard Philipe. Ici, les Épiphanies, plus tard, Nucléa, force du monde. Enfin, c'était digne. Donc, vers ce théâtre, Gérard Philipe taillait son chemin. Les Épiphanies, dans les Épiphanies d'Henri Pichet, il se répartirent les rôles dans ce théâtre honorablement bourgeois. Le directeur, passant par hasard à une répétition, rompit aussitôt le contrat pour conjurer le four inévitable. Il est évident que ça aurait été un échec complet dans un théâtre de ce genre. Évidemment, comme souvent, il rendait service à ses interprètes qui louèrent en catastrophe les noctambules. Les Épiphanies se succédaient à la danse de mort de Strindberg, mise en scène par Jean Vilar. C'est là que Jean Vilar et Gérard Philipe assistèrent à leur mutuelle et discrète consécration dans cette toute petite salle de la rue Champollion, je crois qu'il y avait 70 places, en 1948. J'y reviendrai, parce que c'est une capitale, après des digressions parisiennes, rive droite et rive gauche, alternativement. Gérard Philipe des Épiphanies fut pendant ces années de théâtre en tout genre aspiré par la gloire cinématographique. Donc, vous avez pu constater que je ne raffole pas du théâtre de boulevard. Je ne pense pas que ce soit ça qui ait fait l'immortalité de Gérard Philipe. Le théâtre d'essai, le théâtre des jeunes auteurs, il l'abandonna aussi. Il reste la question du cinéma avant d'arriver à l'essentiel au répertoire classique. Très demandé, très vite, par les cinéastes, Philipe tourna dans les studios de Boulogne et de Neuilly et à Cinecittà. Par exemple, il faut bien vous dire que certains films que l'on croit parisiens sont des films romains. Tout ça a été tourné en extérieur. Avant René, rue du Dragon, Marc Allégret avait filmé Gérard Philipe dans la station de métro Cité. Alors, je crois qu'elle était réinstallée dans les studios de la Victorine à Nice. Je n'en suis pas sûr. Je vous donnerai une image tout à l'heure. Vous n'aurez qu'à décider si c'était dans les rues de Paris ou si c'était dans les studios de la Victorine à Nice. C'était Les Petites du Quai aux Fleurs, une bluette, un scénario niaiseux de Marcel Achard, bien entendu, qui avait moins mis en valeur Gérard Philipe que Louis Jourdan, lequel avait été formé à Nice avec Philippe. Beaucoup d'acteurs venaient évidemment de Nice, pour cause, puisque c'était devenu la capitale du théâtre et du cinéma. Entre le Quai aux Fleurs et la cour du Dragon, il est plaisant de se promener à la façon de Sacha Guitry le long des siècles parisiens et des films de Gérard Philipe, dans l'ordre historique des époques constituées, non l'ordre chronologique des tournages. Vous y trouverez quelque chose de la personnalité de Gérard Philipe, parisien d'adoption, s'il est vrai que le visage et la voix de chaque Parisien gardent la trace des arrondissements fréquentés à ses différents âges. Je joue mon petit Orlando ou Virginie Rouge, et au fur et à mesure, vous allez voir se dessiner un portrait qui est le portrait historique et pas le portrait de l'homme. Philippe était donc, comme vous voyez à gauche, Trouvert, place de Grève, dans Si Paris nous était compté. D'Artagnan, dans Si Versailles m'était compté. C'est une scène qui ne se passe pas à Versailles, mais au Louvre. Il est avec Georges Marchal en Louis XIV. Georges Marchal, franchement, il avait à peu près la même allure. C'était un acteur impressionnant aussi. Il avait à peu près la même allure que Gérard Philipe. Et la scène qu'il joue est à mourir de rire. C'est une scène magnifique. Non, alors que c'est du Sacha Guitry qui n'était pas toujours un bon cinéaste, c'est moins compliqué. Voilà pour le XVIIe siècle. Pour le XVIIIe siècle, vous savez que c'est un des grands remords, un des grands regrets plutôt. Pratiquement, Gérard Philipe n'a jamais joué en costume XVIIIe siècle, sauf peut-être dans La Beauté du Diable. Vous allez savoir pourquoi et pourquoi il a raté son rendez-vous cinématographique avec le XVIIIe siècle. L'hôtel de la Mole au XIXe siècle, c'est-à-dire l'hôtel de Castres, rue de Varennes, fut entièrement remonté, portail sur grue, jardin de Mademoiselle de la Mole, à Cinecittà, par Claude Autant-Lara pour Le Rouge et le Noir. Sans doute le meilleur rôle au cinéma, mais pour sa part parisienne, grâce à la belle Antonella Lualdi, grâce au décor qui était admirable, mais qui n'était pas du tout parisien, et sans Daniel Darieux, qui avait le grand tort d'abord de ne pas correspondre au rôle de Madame de Rênal, et de toute façon, quand elle jouait Madame de Rênal, c'était toujours en Franche-Comté, donc ça ne nous intéresse pas. En revanche, elle réapparaît quelques années plus tard dans Pauvre, l'adaptation de Julien Duvivier, plongée sordide et réjouissante dans un immeuble haussmannien et une boutique de mode, est-elle située rive droite ou rive gauche? Dans le roman, Zola la situe rive droite, mais Le bonheur des dames de Zola et de Daniel Darieux décrivait plutôt le bon marché. Gérard Philipe s'y délecte à jouer Octave Moreau en calicot, en Don Juan du rayon tissu,
encore un rôle préparatoire extrêmement brillant de Gérard Philippe. 1918, je progresse dans le temps, le faux lycée, alors là, je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. Le diable au corps est supposé se passer autour du lycée Henri IV. Pourquoi Claude Autant-Lara a-t-il appelé son lycée Henri IV lycée Kléber, ce qui fait très strasbourgeois, mais qui n'a aucun rapport avec le sujet, je ne sais pas. Par ailleurs, le film ne montre pas très bien Paris. Autre échec, celui-là, il est plus désastreux, enfin, il est plus lamentable pour nous, à cause de l'histoire de l'art. Montparnasse 19. Montparnasse 19, qui a pris un titre inepte, Les Amants. C'est quoi, Les Amants? L'autre jour, il m'a dit Les Amants de Montparnasse, ça m'est revenu du fond des temps. C'est un de ces titres stupides et qui avait été choisi pour remplacer Modigliani. Donc, Montparnasse 19, c'est l'histoire de Modigliani. Il y est réduit au statut d'ivrogne. Il aurait dû être dessiné, c'est là la malchance, avec son élégance viennoise par Max Ophuls, qui avait fait tourner Gérard Philippe quelques années plus tôt, dans La Ronde de Schnitzer. Mais il se trouve qu'il est mort subitement au début du tournage. Il a été remplacé par Jacques Becker, qui a pu faire de bons films, y compris sur le 5e arrondissement d'ailleurs, mais celui-là suit à peu près la vulgate de l'histoire de l'art à l'époque. On croyait que Modigliani était purement et simplement un ivrogne, un raté. On n'avait pas encore compris ce que c'était que l'école de Paris et ce que c'était que Modigliani, un intellectuel venu de Livourne, un juif donc de Livourne, qui avait un autre intérêt. Bon, maintenant, les choses ont changé. On ne tournerait plus un Modigliani de ce genre. Les vieux livres furent honorés dans les petites du quai aux Fleurs. Donc, je vous donne la photographie. Cette fois-ci, on est bien sur le quai aux Fleurs. La date du film et de l'action, c'est 1943. Évidemment, pas une allusion à l'occupation. Tourné à la Victorine de Nice. Alors, je ne sais pas, je crois quand même que ça n'est pas une photographie prise sur les quais de la Seine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Gérard Philippe y séduit la plus racinienne de ses filles, qui était prénommée Bérénice. Bon, c'est les deux Nigauds sous l'occupation, il faut être franc. Mais Philippe voulait jouer Titus, encore un rôle qu'il n'a pas joué. Au moins a-t-il pu séduire sa Bérénice. Figure 26, donc. On rêverait d'un tournage dans les rues de Paris qui fût digne de la brillante errance londonienne de M. Ripois de 1954 par René Clément, avec un Gérard Philippe en don Juan minable des cabines téléphoniques rouges, un contre-emploi qu'il affectionnait et qui nous cessons de rappeler. Vous savez, enfin, on dit vraiment que ça a été tourné dans les rues de Londres, avec, vous imaginez, des énormes caméras, puisqu'il jouait si bien, Gérard Philippe, le rôle de demi-clochard, que quand il a fait tomber sa radio, il y a une scène où il fait tomber sa radio par terre qui se casse, de braves londoniens lui ont donné quelques shillings. C'était le bon film. Bon, mais donc, je ne comprends même pas comment on pouvait filmer aussi discrètement à l'époque, mais ça devait se faire. Nous avons cela à Paris, je veux dire. Un séducteur et également étrangleur en série, dans les rues de Paris, avec Souvenirs perdus. Alors ça, c'est un film qui est peu vu, hein, qui est difficile à trouver. Scénario du pur parisien Henri Janson, c'est le scénariste parisien par excellence de l'époque, le plus drôle et le plus brillant. Cela commence bien. Gérard de Narcé, il a gardé le prénom Gérard qui fait aristocratique, mais il ne pouvait pas garder le nom de Philippe qui faisait prolétariat. Gérard de Narcé, un osseur, interné par sa famille aristocratique, dont il dilapide le patrimoine, s'évade et entreprend de se venger. Il étrangle d'abord sa maîtresse, bien entendu, c'est une actrice qui joue Célimène à la Comédie Française. Enfin, un dénouement satisfaisant, misanthrope. Puis, c'est le tour du notaire et du médecin qui ont signé l'internement, étranglés dans les restaurants des anciennes halles. On se promène dans Paris comme ça. Poursuivi par la police, l'assassin tente judicieusement de gagner la rive gauche par le quai. Jusque-là, il n'inspire donc que l'estime et la sympathie. Mais sur la scène, il trouve Daniel Delorme, désespéré, prêt à se jeter dans la Seine. Il la raccompagne dans une église, je ne sais pas laquelle, ça se trouve sans doute, puis chez elle, peut-être sur la rive gauche. Elle reprend goût à la vie, évidemment. Bon. Il l'étrangle elle aussi, malgré leur souvenir commun de l'occupation. La mère de Daniel Delorme avait été déportée à Ravensbrück et elle-même réfugiée à Cannes. Il suivait les cours de théâtre et faisait la cuisine pour Gérard Philippe. Je vous laisse débrouiller les raccourcis de notre récit, qu'on appelle des vérités alternatives. Mais il la connaissait depuis longtemps. Terminons par le film qui éveille le plus de regrets et dont je parlerai depuis longtemps. Il a pour centre le 6e arrondissement en 1959. Il aurait dû offrir à l'acteur l'habit anglais et le bout de poing de Barry Lyndon. C'est le film de Vadim, Les liaisons dangereuses, 1960. Alors, vous savez que 1960 a été ajouté à la suite des protestations des lecteurs de Laclos, il y en avait sans doute à l'époque, soit c'est Valmont chez les existentialistes, chez les Azouzi, comme on disait aussi à l'époque. La transposition moderne
Alors, je connais tout ça parce que le dialoguiste Roger Vaillant a écrit le récit du tournage, qui a été tragique pour d'autres raisons que je vais vous dire tout de suite. La transposition moderne accumule les clichés, c'est-à-dire l'essentiel de l'action se déroule de Saint-Germain-des-Prés, de Vadim et de Robert-Gévalier, est situé pendant les 3/4 de l'action à Neuilly, à La Baule, à Deauville, à Megève et dans une boîte de nuit de Saint-Tropez. Tout lieu qu'un habitant du 6e arrondissement rêve qu'il mourra sans y avoir jamais mis les pieds. Ici, une scène avec Jeanne Moreau, je l'ai mise en bas, avec Jeanne Moreau dans les jardins du Luxembourg, mais sans Gérard Philipe, qui raconte sa femme en escaladait les grilles des nuits de neige. C'est l'histoire d'un ratage. Claude Autant-Lara voulait adapter le roman. Dans son siècle libertin, Vadim lui grilla la politesse. Gérard Philipe espérait un rôle qui le mena à Laclos, et toujours à Valmont, et bien donc, une fois de plus, à Don Juan. Un autre Saint-Germain-des-Prés. Vous voyez les scènes ici que je vous montre, c'est des scènes qu'on voit en partie dans le film et en partie dans la vie de Gérard Philipe. Un autre Saint-Germain-des-Prés transparaît cependant dans le film. Boris Vian, je ne sais pas si je l'ai mis en photo, mais on ne le voit pas. Boris Vian y était prévent. Boris Vian était évidemment une figure de Saint-Germain-des-Prés, mais il n'habitait pas Saint-Germain-des-Prés. C'était un cas particulier. Il mourut avant la sortie des Liaisons, terrassé par la projection d'un autre mauvais film, J'irai cracher sur vos tombes. Tout le monde connaît l'histoire. Il avait interdit que son nom figurât au générique. Il va voir quand même pour vérifier à une avant-première. Et bien entendu, il voit Vernon Sullivan qui se dresse, il dit « Ah non !» et il meurt. Si son cœur avait tenu, le film de Vadim lui aurait donné le coup de grâce. Avec Vian, il y avait au moins les cabarets et le jazz, le meilleur. Le navet de Vadim, j'exagère un petit peu, le mauvais film de Vadim, la mauvaise action de Vadim est aujourd'hui moins regardée que la musique de Miles Davis est écoutée. Gérard Philipe aimait le jazz. Je ne l'ai cependant trouvé photographié avec Juliette Gréco qu'à l'opéra, en haut à gauche, c'est à l'opéra, et non dans un cabaret. Notez que Gérard Philipe entra à l'opéra en tant que compositeur avec Les Belles de Nuit de René Clair. Voilà pour le cinéma. Vous voyez que c'est des films tout de même qui ont une certaine richesse, mais ça n'est pas cela, une fois de plus, qui a fait de Gérard Philipe ce que vous savez. Alors voilà, le théâtre, c'est autre chose. Loin du boulevard, des cinémas et des cabarets, une autre carrière mit du temps à se dessiner. Quand je dis du temps, ça veut dire 6 ans. Celle qui reste, des partenaires de Gérard Philipe, de son âge, Micheline Prel, Le Diable au corps, Louis Jourdan, de vedette, était passé star à Hollywood. Entre les mirages du cinéma et l'ambition artistique, le choix dramatique se présenta une première fois en 48. Je vous raconte 3 scènes qui sont des scènes de théâtre, entre une fois à 3 personnages, une fois à 2 et une fois pour la chute, avec tout Paris. Villard et Léon Gisquiat, son peintre décorateur, proposèrent en 48 à Gérard Philipe, après les épiphanies des Noctambules, je vous ai dit, c'est le tournant, le rôle du Cid au 2e festival d'Avignon. Giscard apporta un refus sec, presque puéril. La tragédie, voyons, je ne suis pas fait pour cela, je ne suis d'accord ni avec Corneille, ni avec le Cid. Jean Villard était furieux, quel petit con. Eh bien, décidons une fois pour toutes qu'on se passera de vedette. Le théâtre, c'est autre chose. Jean-Pierre Joris fut donc, vous voyez les photos qui sont impressionnantes, Jean-Pierre Joris fut donc le premier Rodrigue d'Avignon en 49, avec la tragique Françoise de Spira, qui attendit 2 ans Gérard Philipe et un meilleur photographe. Donc tout le monde est d'accord pour dire que le Joris était aussi bon en Cid que le fut Gérard Philipe 2 ou 3 ans plus tard, avec la même actrice, donc Françoise Spira, qui s'est suicidée en fait. Je ne lance pas dans l'histoire de Françoise de Spira, mais regardez ce que ça fait d'être photographié par Agnès Varda en bas à droite et en haut à gauche par une feuille de chou de province. 18 mois plus tard, novembre 1950, Gérard Philipe sollicita un entretien dans la loge de Villard, au théâtre de l'Atelier, après une représentation de Henri IV, de Pirandello. Villard craignait une de ces visites de politesse, occasion de s'envoyer quelques rosseries entre collègues. Tout en me démaquillant, je regardais du coin de l'œil ce garçon célèbre que je connaissais mal, grand, dressé, le geste rare, le regard clair et franc. Sa présence était faite à la fois de force calme et de fragilité. Comme je lui disais que je préparais le 5e festival, il me répondit qu'il serait à Avignon si je le voulais bien. Je lui remis, dans la traduction de l'édition Aubier, Prince von Homburg. Il répondit oui, j'ajoutais « et le Cid ». Il baissa la tête, sourit, puis se tut. La même scène racontée par Gérard Philipe. J'avais établi une liste d'hommes de théâtre
avec qui j'aurais aimé travailler. C'est Jean Villard qui est resté. Je suis allé le voir et nous sommes partis en navire. Voilà pour la scène à deux personnages. Comment Villard avait-il compris la contradiction entre ce geste rare, cette présence de force calme et de fragilité, et le petit con de 1948? Les formules sont fortes de toutes les façons. L'audace ne tenait pas seulement à la crainte surmontée de la tragédie que Philippe n'avait jamais abordée, si ce n'est avec Georges Leroy. Il se proposait, lui, déjà célèbre, à un metteur en scène sans trou, à un régisseur sans théâtre, à un animateur sans argent. Ça, c'est tout le droit. La grande scène du 3, engageant une vie, et le théâtre français se mettait en place. La création d'un théâtre, pour cette troupe sans adresse, autour d'un acteur exceptionnel, se réalisa en un jour à midi, le 21 août 1951. Cette scène décisive, d'autant plus théâtrale que le protagoniste en était absent, survint un mois après le site d'Avignon, qui faisait de Gérard Philippe le jeune premier une semaine par an, mais non l'acteur de la France. La chose avait été longuement tramée par la Dea ex machina, celle que Henri Janson et Louis Jouvet appelaient la tsarine du théâtre français. Voilà. Donc là, je vous ai mis une scène pour vous montrer, c'est simplement parce que la photographie est amusante. Vous avez un groupe de metteurs en scène, Jouvet, Villard, Marguerite Moreno, qui était la plus belle actrice de France à l'époque, et puis probablement de dos, je pense que c'est Jeanne Laurent, et je n'en ai aucune preuve. Donc c'était le moment où s'est tramé cette histoire que je vous raconte. Jeanne Laurent était la sous-directrice des spectacles. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pardon, je vais trop vite, là, pourquoi ça saute une? Ah oui, pardon, j'ai oublié celle-là. Jeanne Laurent était la sous-directrice des spectacles au ministère de l'Éducation nationale, son supérieur étant Jacques Jaujard, le sauveur du Louvre, qui laissait son adjoint prendre les initiatives. Il courait après Jeanne Boitel, autre actrice du temps, donc il avait autre chose à faire. Donc il ne s'est absolument pas mêlé de ça. Jeanne Laurent cumulait tous les handicaps pour notre affaire. Membre de l'administration civile, corps imperméable à toute forme de beauté, femme dans un monde politique uniquement masculin, le secrétaire d'État aux Beaux-Arts, le mufle André Cornu, ajoutait une femme célibataire et insatisfaite. J'ai dû le corps la suite de peur d'être lapidée. Pire, elle était chrétienne, bretonne et chartiste. Bref, aimant malgré toutes ses infirmités le théâtre, les acteurs, fussent-ils laïcs, croyant en l'État et traitant avec désinvolture sa hiérarchie politique. Ancienne résistante, issue de Jeune France comme Villard. Elle tissa son filet, la décentralisation du théâtre qu'elle organisait. Ça, c'est la suite de ce que voulait faire avant-guerre Charles Dulin, et puis, je vous dis, Léon Blum lui-même. C'est la suite. Et il y avait eu un début, après la guerre, c'était la création du Festival d'Avignon. Mais ce n'était pas par Jeanne Laurent qui était déjà en poste, c'était par un ministre qui a eu une destinée tragique, qui est mort subitement, c'était le seul ministre d'ailleurs des Beaux-Arts qui a eu la 4e République. Après, ça n'était plus que le secrétaire d'État. Pierre Bourdan avait créé plusieurs théâtres en province. Et donc, Jeanne Laurent, après la mort de Bourdan, et sans qu'elle soit contrôlée par ses ministères, par ses ministres, donc à Paris, elle décida de centrer la décentralisation sur le TNP, d'où le besoin d'une salle immense qui se répandrait à travers la France et le monde d'ailleurs. D'ailleurs, elle n'a pas toujours été à Paris, elle a été d'abord en banlieue, elle tenait aussi à ce que la banlieue soit bien traitée. La décentralisation du théâtre qu'elle organisait rayonnerait à partir du palais de Chaillot, par la troupe de Villard et par la popularité de Gérard Philippe. Mais il fallait faire vite. Les élections du printemps menaçaient de porter au pouvoir celui qui mettrait fin à toute ambition artistique en France, Antoine Pinet, le Pinet, de la Rente Pinet et du Franc Pinet. Si vous ne savez pas qui est Pinet, c'est pas grave, mais il est certain qu'il ne s'intéressait pas beaucoup aux arts. En juillet, en Avignon, Madame Laurent obtint de Villard et de Philippe un accord oral pour cette tâche à laquelle Villard n'avait jamais pensé. 3000 sièges de Chaillot. Simultanément, elle convainquait celui auquel aucun politique n'aurait osé dire non, Louis Jouvet, qui, à cause de son talent, de sa carrière et de son passé, ça c'est dans l'entrée des artistes, terroriser les gens en place. C'était vraiment le pape. C'est-à-dire personne, aucun ministre n'aurait osé s'opposer à la volonté de Louis Jouvet. Elle convainquit donc le pape du théâtre privé parisien de soutenir Villard en acceptant la mission de conseiller pour la décentralisation publique.
Ça vous paraît peut-être paradoxal, mais c'était ce qu'il faisait assez couramment. Depuis son donjon, Jouvet versait dans la dévotion. Elle l'aurait conduit à soutenir le claudélien Jean-Louis Barrault plutôt que Villars et son anticléricalisme d'ancien premier communion forcé. Villars n'était pas spécialement anticlérical, mais sa religion, c'était le théâtre à la façon grecque. Je passe sur l'image que je vous ai montrée après. Bon. Villars est convoqué à Paris. Donc, ils se sont engagés, et Gérard Philipe s'est engagé à entrer au TNP et à être payé comme les autres, le même salaire. Pas du tout le salaire qu'il pouvait espérer au cinéma ou ailleurs. Villars est convoqué à Paris. Gérard Philipe ne l'accompagne pas parce qu'il commence le tournage de Fanfan la Tulipe, mais il s'engage pour le contrat. Le 11 août, les choses se précipitent. Le 11 août, André Cornu, de la gauche radicale, j'ai tort de mettre ça ici, de la gauche radicale, qui n'était donc ni à gauche ni radicale, est nommé secrétaire d'État aux Beaux-Arts. Il hait Jeanne Laurent et à travers elle le théâtre. Cornu, ses débuts aux Beaux-Arts, ne pouvait pas s'opposer à la volonté de Jouvet. Seulement, ce qui se passe, c'est que le 14 août, on nomme Villars. Le 15 août, ça paraît au journal officiel. Et le 15 août au soir, Villars arrête les répétitions de La puissance et la gloire. Le 16, il meurt. La signature de Villars devait intervenir le 20, l'enterrement le mardi 21, aux mêmes dates. Gérard Philipe était à Grasse pour Fanfan la Tulipe. Aux obsèques, le tout Paris politique et catholique priait dans l'église, dont Jaujard, voilà la photo, il y a la liste, enfin, vous ne pouvez pas la lire, voilà la photo des obsèques, Jaujard, un protestant d'ailleurs, peu importe, Cornu, Jeanne Laurent, l'épouse unique de Jouvet, enfant catholique, mais s'était mariée qu'une seule fois, ses maîtresses, qui elles n'étaient pas uniques, c'était toutes les actrices de l'Athénée pratiquement, par contrat, et la grande famille du théâtre, vous savez, les Atrides, la Comédie Française avec Jean-Louis Barrault. L'office fut dit par l'aumônier de l'Union catholique des artistes, très simplement, conformément aux volontés du défunt. Jean Villars raconte un grandiose catafalque est là, chargé de fleurs, jusqu'au fait. Voilà. La mort dans son apparat. C'est absurde d'entrer dans l'église à midi. Le cercueil du comédien fut transporté jusqu'au parvis, devant la foule. Jean-Louis Barrault monta à la petite tribune. Vous étiez le symbole même du théâtre. Le théâtre de la France, c'était vous. Scène décisive, grand spectacle, unité d'action, révélation du personnage, un jour au milieu du siècle, une heure. La liturgie de la politique, de l'intrigue, de la société et de l'art. Vous avez compris en quelle unité de lieu vous mène ma théâtralisation, bien entendu, à votre gauche, place Saint-Sulpice. Voilà pourquoi je voulais absolument qu'on tourne autour de Saint-Sulpice. C'est ici que la génération du Cartel et de Jouvet céda le sceptre à celle d'Avignon et de Chaillot, de Villars et de Philippe. De cette date, de cette place, leur chemin à tous était irrévocablement tracé. Fanfan la Tulipe promu Gérard Philipe, célébrité mondiale, le TNP fit de lui un acteur de légende. Il revint à Paris signer son engagement et ne joua plus jamais pour le théâtre privé, se consacrant au seul répertoire. Alors vous avez tout ça chez vous. Hein, le répertoire, c'était la collection des programmes du TNP publiés deux rues plus haut, là, publié chez l'Arche, 2 rues plus haut. Jean Villars, donc, qu'est-ce que j'avais dit? Jean Villars égala en autorité Laurence Olivier. Antoine Pinet, président du Conseil, s'élança vers son éternité, 103 ans de vie, plus que Villars et Philippe additionnés. André Cornu, maintenu 3 ans aux Beaux-Arts, conquit l'immortalité, la crédibilité des Beaux-Arts, et profita courageusement de l'hospitalisation de Jeanne Laurent pour la révoquer. Elle polémiqua dans un placard pendant 30 ans avec les politiques culturelles successives. Seul Jean-Louis Barrault attendit un peu pour le Déon, faisant preuve pendant 8 ans d'une patience sulpicienne. Où habiter lorsque vous travailliez au palais de Chailly? Depuis la rue du Dragon, Gérard Philipe avait un peu voyagé, je passe. Donc et puis en 1950, il acheta un appartement dans un immeuble neuf à Neuilly pour y vivre avec Nicole ou Anne Philippe, qui changea de nom. Ils achetèrent aussi une maison à Cergy, sur l'Oise, qui est en train d'être restaurée par Stéphane Bern. Certes, le comédien avait tourné L'idiot et le diable au corps à Neuilly, mais la ville est réputée pour ses cliniques hors de prix, plus que pour ses théâtres et ses maires pour leur sens des affaires, plus que pour leur sensibilité littéraire. Ah, c'était Achille Peretti en 51. Alors je raconte ça, mais c'est pas plaisanterie, c'est parce que c'est Achille Peretti qui a marié Anne et Gérard Philipe, alors que sinon, ça aurait été le maire du 5e arrondissement, qui était justement le président de la Société d'histoire du théâtre, et qui a sa salle un peu plus loin, qui s'appelle, sur le même étage, qui s'appelait Victor Fort.
Ça n'aurait pas sauvé la salle Gérard Philippe, je le crains, mais enfin passons. Le prestige de Gérard Philippe marié ici n'aurait peut-être pas sauvé sa salle. Conscients de leur erreur, les époux Philippe abandonnèrent au printemps 55 le tape à l'œil de Neuilly pour le XVIIIe siècle, alors relativement modeste, de la rue de Tournon. Appartement sur côte, deuxième étage sans ascenseur. Gérard Philippe traversait Paris à pied jusqu'à Chaillot. À partir de janvier 59, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, locataires perpétuels de l'avenue du président Wilson, prenaient le trajet inverse jusqu'à l'Odéon. Je vous donne deux phrases. Anne Philippe écrivait très bien. Elle écrivait comme une Françoise Sagan qui aurait eu de la sensibilité. Donc, nous débouchions de la rue Bonaparte, nous recevions chaque fois avec le même émerveillement et la même fierté la beauté des bords de la Seine. Anne et Gérard Philippe étaient sensibles à la beauté des quais avant le président Pompidou et avant Madame Hidalgo. Nous suivions les quais jusqu'à l'Alma ou la Tour Eiffel. Vous savez, c'est quand même notre génération. Moi, j'ai vu les quais dans cet état, c'était d'autres choses. Nous suivions les quais jusqu'à l'Alma ou la Tour Eiffel. Le pont, l'avenue, et au loin de profil, le théâtre et la foule sur les escaliers. Anne Philippe publia avec Claude Roy un recueil de souvenirs dans lequel puisent toutes les études. La voici dans ses livres et dans nos photographies, rue de Tournon. Les suites de la nomination au TNP furent politiques, sociales et artistiques indissolublement. 8 années de création et de lutte contre le monde entier, puisque les Nations Unies occupaient encore Chaillot. En attendant Chaillot, de Suresnes, théâtre de la Cité-Jardin, face sans auditeurs jusqu'à 3000 à Chaillot. La droite gouvernementale chassa évidemment Jeanne Laurent et multiplia les contrôles financiers dans le but de licencier Villard et Philippe, suspects, à tort d'ailleurs, de communisme. La guerre menée par Thierry Monnier et Jacques Hébertot, les deux anciens auteurs et directeurs de Villard et Philippe, pour leur théâtre privé et boulevardier contre un théâtre de la générosité et du répertoire était prévisible et même rassurant. Ils dénonçaient les mises en scène dépouillées et solennelles du TNP. Ils avaient une expression particulièrement méprisante pour cela. Ils disaient l'esthétique des trois tabourets, parce que c'était ça, je vais dire tout à l'heure, c'était ça, c'était Ruy Blas, le projecteur sur lui, un rideau noir derrière, et la musique de Maurice Jarre, évidemment, en plus. Mais c'était tout pour l'acteur, tout pour l'auteur. Moins attendu, les assauts vinrent aussi de la gauche. Dès 1953, c'est moins attendu, mais ça ne m'étonne pas tellement, vous savez, comme disait Hector, la guerre de Troie n'aura pas lieu, c'est à cela qu'on reconnaît la bêtise, elle est universelle. La prédilection pour les œuvres anciennes déplut bientôt aux adeptes de la bonne grosse propagande. La presse de droite reprochait à ce jeune théâtre ses contrepoints politiques, en particulier d'avoir monté quelquefois Bertolt Brecht. Mais le bord opposé dénonçait le refus de la distanciation du réalisme socialiste. Villard privilégié à la suite de Jouvet, c'est encore un sujet de dissertation d'époque. Le théâtre, c'est d'abord un beau langage. Qui n'a pas traité ce sujet en hypocagne? Gérard Philippe encourait un reproche personnel. Sa voix montait très haut et se brisait. Il teintait soit de lyrisme, soit d'ironie cette vibration vocale que René avait d'emblée décelée et qui révulsait la nouvelle vague du cinéma et son ton blanc et volontairement faux. François Truffaut, idole du public féminin entre 14 et 18 ans, son timbre de voix est une infirmité. En 1951, on n'osait pas attaquer le site, la jeunesse et l'optimisme de l'après-guerre. Ruy Blas, c'était difficile aussi, parce que c'était le porte-parole des basses classes, le laquais. La voix de ce Ruy Blas, pourtant, ne pratiquait pas la propagande héroïque et brutale. Je vous lis un tout petit peu de la grande tirade de Ruy Blas. C'était que Victor Hugo a un rythme inouï de puissance, mais les fins des vers sont généralement des chevilles, c'est-à-dire des expressions qui ne servent à rien, si ce n'est à maintenir la voix. Et ça permettait à Gérard Philippe de faire casser la voix avec ironie sur ça. Ô ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillez la maison, et vous osez, messieurs, en 20 ans, songez-y, le peuple, j'en ai fait le compte, et c'est ainsi. Songez-y, et c'est ainsi, c'est vraiment des chiffres. Et bien, ça devient drôle quand c'est dit par Ruy Blas en Gérard Philippe ou par Gérard Philippe en Ruy Blas. Portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie, pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie, le peuple misérable et qu'on présure encore a sué 430 millions d'or. Et ce n'est pas assez. Vous avez tous appris cela par cœur. La création la plus inoubliable vint du choix le plus romantique et le plus audacieux. Donc, j'en ai déjà parlé et j'y reviens. Dans un pays encore profondément anti-allemand, vous imaginez les critiques
contre Villard ou Philippe qui jouaient des auteurs allemands. Ils ont joué Le Prince de Hambourg, ils ont joué un peu de Bertolt Brecht et surtout, ils ont joué La Mort de Danton. Enfin, La Mort de Danton, ce n'était pas Gérard Philippe. Donc, on les accablait, c'était des traîtres. Le Prince de Hambourg était pourtant une apologie germanique de l'insubordination et de la lâcheté militaire, des scènes injouables en Allemagne. Depuis 1806, on n'avait pas joué l'édition complète du Prince de Hambourg en Allemagne, ce n'était pas possible. Vous aviez un héros qui était lâche, qui rêvait et qui se faisait fusiller ou presque à la fin. Voici l'image mythique du guerrier rêveur et somnambule joué entre les mains de Jeanne Moreau, qui était alors très jeune et très jolie. Là, au-dessus de ma tête, comme un génie de la victoire, elle tenait la couronne levée bien haut, et je voyais la chaîne d'or qui se balançait au-dessus du laurier. Et moi, dans une émotion extraordinaire, je m'avance, je tends la main pour la saisir, je voulais me jeter à ses pieds, mais alors, comme une vapeur du matin qui se dissipe dans un vent glacé, tout le cortège a fondu à mes yeux. Un gant, voilà tout ce que j'ai pu arracher dans ma poursuite à cette créature fantastique et douce. Et c'est un gant par tous les dieux du ciel que je trouve à mon réveil dans cette main. La lâcheté du héros suppliant deux femmes. Alors après, il y a la scène terrible. La lâcheté du héros suppliant deux femmes, donc il doit être fusillé, demanda à l'interprète une audace inouïe. Le bruit de ses genoux traînant sur les planches marqua autant les mémoires que les images d'Agnès Varda. Ma tombe, ma fosse, je viens de voir aux lueurs des torches les fossoyeurs qui creusent ma fosse. La tombe où les os seront alignés demain. Sur la place du marché, il y a des gens qui louent leurs fenêtres. On paye pour me voir exécuté. Depuis que j'ai vu cette fosse, ma fosse, tout m'est égal sauf la vie. Avec ou sans gloire, il m'importe bien. Dites à l'électeur que je renonce à sa nièce, qu'elle épouse qui elle veut, fût-ce le roi de Suède, je m'en féliciterai. Gérard Philippe hésita, parce qu'à le premier soir, un spectateur rit nerveusement. Sur l'enregistrement conservé, c'est l'inverse. Quelqu'un applaudit en pleine tirade, puis c'était terriblement gêné. Philippe partit. Dès 1952, portait la bonne parole de la lâcheté allemande à Berlin, Francfort et Munich. Il semble que ça ait été un succès. Ce qui est certain, c'est qu'on a encore attendu 20 ans en Allemagne pour jouer une édition intégrale du Prince de Hambourg et qui a, donc, je donne des photographies, c'était Peter Stein et Bruno Ganz qui en évoquèrent le souvenir, et il n'y a pas de doute qu'ils avaient encore en souvenir, en mémoire, l'interprétation de Gérard Philippe. Bruno Ganz, d'ailleurs, vint à Paris pour présenter cette interprétation à l'Odéon. Passé l'optimisme de la libération, les personnages de Musset tirent la désillusion des années 50, la guerre en Algérie, l'échec de la pensée et d'une génération née trop sincère dans un monde trop réaliste, soit la dernière réplique à la belle et capricieuse Marianne. Celle-là, je ne peux pas faire autrement que d'insister sur elle, parce que c'est Geneviève Page, c'est la dernière survivante de la troupe. J'avais peur qu'elle ne mourût dans les 5 ans, elle n'a pas de 100 ans, qu'elle ne mourût dans les derniers mois. C'est moi qu'ils ont étendu sous cette croix de pierre. C'est pour moi qu'ils avaient aiguisé leurs épées. C'est moi qu'ils ont tué. Adieu la gaieté de ma jeunesse, l'insouciante folie, la vie libre et joyeuse au pied du Vésuve. Adieu les brillants repas, les causeries du soir, les sérénades sous les balcons dorés. Adieu Naples et ses femmes, les mascarades à la lueur des torches, les longs soupers à l'ombre des forêts. Adieu l'amour et l'amitié. Ma place est vide sur la terre. Tout le monde connaît la suite. Mais non pas dans ton cœur. Pourquoi dis-tu adieu l'amour? Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, Marianne, c'était Sémiot qui vous aimait. C'est-à-dire ce gâchis de la fin des Caprices de Marianne, c'était évidemment le gâchis de la vie de Musset, hein, de la génération romantique. Musset avait tout écrit avant 25 ans. Le reste de sa vie, c'est néant. Et donc, il se rendait compte de cela. Et reporté à cette époque, évidemment, ça avait une autre signification. Il n'empêche qu'on avait déjà joué assez souvent même les Caprices de Marianne avant Gérard Philippe. Les sceptiques, les cyniques, Lorenzo et Julien Sorel étaient suspects de trahison sociale aux yeux des belles âmes révolutionnaires. L'acteur ressentit l'effondrement des idéaux. Il fut Lorenzetta, contre-emploi républicain et efféminé qu'il mit en scène lui-même. Jean Villard était malade, c'est l'une des rares mises en scène de Gérard Philippe. Si les républicains étaient des hommes, quelle révolution demain dans la ville? Tu as de grands travers, Lorenzo. J'en conviens que les républicains n'aient rien fait à Florence. C'est là un grand travers de ma part, qu'une centaine de jeunes étudiants, braves et déterminés, se soient fait massacrer en vain. Oh, je l'avoue, ce sont là des travers impardonnables et qui me font le plus grand tort. L'échec d'une génération.
Bertolt Brecht jugeait alors dans les mêmes termes le communisme, mais les intellectuels germano-pratins ne se faisaient pas de telles réflexions et si oiseuses. C'est de votre arrondissement si intellectuel, si livresque, devenu celui de Gérard Philippe, que vinrent les attaques les plus obtuses. Donc, je vais quand même, le temps passe, je vais un peu accélérer. Donc, Brice Servandoni, c'était Roland Barthes. Il a dit cette énormité, si le but de Villard a plu à M. Kemp, c'est que le but de Villard est raté. On ne peut servir 2 maîtres à la fois. Sartre, Jean-Paul Sartre, du Café de Flore, dénonça le théâtre de répertoire comme un entretien oral, un public populaire. Il faut d'abord présenter des pièces pour lui, qui ont été écrites pour lui et qui parlent de lui. Il y a des ouvriers qui viennent au TNP. Le TNP a donné des représentations pour ouvriers, mais le TNP n'a pas de public populaire, de public ouvrier. Son public, c'est un public petit bourgeois. Quand on dit de pareilles énormités, je vais vous donner, puisque Roland Barthes nous y invite, écoutez ce que pensait Robert Kemp, ce que pensaient les spectateurs de Gérard Philippe. Plus précisément, je vous dis le parallèle des 2 Richard II, février 1954. Une passation des rôles s'était faite entre Villard et Philippe. C'est la seule, Villard ait pu communiquer, transmettre un rôle, ce qui se fait couramment dans les théâtres, dans les grandes troupes. Il lui a transmis le rôle et la couronne du roi Richard, fixé par des photographies sublimes. Voilà. Richard II doit trancher un jugement de Dieu barbare entre 2 féodaux également abjects et redoutables. Quelle foule au palais de Chaillot, et non foule de jeunes, attirés par la jeunesse et les flamboiements de Gérard Philippe, par sa beauté. Ce public a été chaleureux, un peu troublé cependant. Le personnage de Richard, devenu si différent de ce qu'en faisait Villard, a encore semblé énigmatique. Je saute quelques passages pour être plus vite. Gérard Philippe, très jeune, beau et pâle, flexible, les cils blonds, les yeux clignotants d'inquiétude et de doute, fait penser à un beau dégénéré. L'arrêt du combat entre les 2 rivaux semblait avec Villard un acte d'autorité. On voit bien avec Philippe que c'est une fuite, une esquive des devoirs royaux. Ce roi est une poule mouillée. Il a peur du sang qui coule et des choix résolus. Il a peur de sa responsabilité de roi. Voilà comment on écrivait en 54. Quand on écoutait Philippe et Villard, voilà le théâtre aux contradictions explorées au Vieux Colombier ou au Noctambule, que selon Barthes et Sartre, le peuple misérable et compréhension encore ne devait pas recevoir, fourguer-lui plutôt de l'optimisme historique, interdit de lui servir le répertoire, de lui offrir le beau. Le succès auprès des ouvriers et des étudiants. Alors, je vais peut-être le sauter ça, puisque ça fait quand même un peu de temps. Donc, vous voyez ça. Pendant les 8 années du TNP, dont les 4 dernières rues de Tournon, Philippe maintint son public populaire dans la haute littérature en interprétant au cinéma Le Joueur après l'Idiot, Le Rouge et Noir après la Chartreuse et les comédies de René Clair, Le Don Juan des Grandes Manœuvres après le Faust de la beauté du diable. De quelle politique pleura-t-il son âme? Il n'adhéra jamais au Parti communiste, mais laissa, à la différence de Villard, beaucoup plus méfiant, utiliser son nom et son renom. Bon, il a été un peu le compagnon de route et c'est lui qui a interprété, c'est devenu mythique, le poème de Éluard, Liberté sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer, liberté. Il enregistra aussi sur disque Le Capital, et c'est moins réussi, je n'en parlerai pas. Donc, il fut désillusionné par les répressions de Poznań, Varsovie et Budapest, mais il réalisa l'unité du syndicat des acteurs en octobre 57. Puis il laissa la direction à Michel Etcheverry, l'acteur de la comédie française. Ici, je vais vous présenter ceci brièvement. C'est une transition vers le dénouement. C'est la lettre écrite à Etcheverry après l'échec de l'opération chirurgicale, datée du 23 novembre 59 et diffusée après le lycée. J'ai entouré en rouge la phrase principale, tout va pour le mieux, et j'entre dans une période de convalescence qui sera longue, 2 jours, le temps du courrier de la 4e République, 2 jours d'ici à l'immortalité. La personnalité de Gérard Philippe mûrit donc dans les années de la rue de Tournon. Je passe sur son cancer, je ne parle pas de questions de pardon. Ces dernières interprétations sont terribles. 1959 vit d'abord l'échec dont ne badine pas avec l'amour, mise en scène par René Clair. Ce sont les derniers mots de Gérard Philippe sur une scène à Chaillot à la 16e représentation. René Clair n'était pas un très bon metteur en scène de théâtre, mais sur un disque, c'est admirable. Suzanne Flon et Gérard Philippe
sont admirables. Adieu Camille, retourne à ton couvent, et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Donc, c'est évidemment tout ça écrit à 25 ans, je vous le dis, et tout ça, dernière parole de Gérard Philipe sur une scène. La dernière année, le dernier mois atteignent la grandeur d'un testament shakespearien. Gérard Philipe rédigea son testament le 28 janvier 57, dans sa 35e année. Sa dernière volonté d'acteur, être enterré dans le costume du cygne. Richard II se voyait lui aussi à jamais sous la terre. Ne cherchons plus de consolation, parlons de vers, de tombes et d'épitaphes. Écrivons avec nos larmes dans la poussière, écrivons notre douleur sur le sein de la terre, nommons nos exécuteurs et rédigeons nos testaments. Bon. Les os, les ossements de l'acteur furent donc couverts des habits diaprés de Rodrigue, dessinés et colorés par Léon Gisquiat les voici. L'habilleuse du théâtre le vêtit sur son lit de mort, vous imaginez la scène. Daniel Sorano, le frère bouffon de Gérard Philippe Henri Blas, émit le même souhait, comme vous le savez sans doute. Il a demandé à être enterré dans le costume de Cyrano de Bergerac. C'était une génération qui avait le sens du tragique. Les dernières décides eurent lieu à Broadway en novembre 58. Villard, et puis à Paris, Villard lui remit l'épée de Rodrigue, c'est sans doute celle qui l'accompagne dans sa tombe. La voici l'épée. Après la dernière de Badine, après la découverte du cancer par les médecins et l'annulation de l'opération, Philippe, tenu ignorant de son état, préparait et répétait les rôles que seul l'appartement de la rue de Tournon entendit. Villard voulait lui transmettre enfin Don Juan, si souvent approché, comme il avait offert Richard II. Il faut imaginer la scène, Villard est quand même plus âgé, 2 étages sur l'ascenseur, il croit qu'il va trouver un convalescent, il trouve un moribond. Il monta l'escalier rue de Tournon, un de ces jours, il te faudra prendre Don Juan. Pas assez âgé encore, attends que je sois rétabli, et on en reparlera, me répondit-il en souriant. La mort a rayé tout cela. Bon, j'avais relevé les différentes lectures de Camus, mais pour aller plus vite, je vais prendre uniquement le plus important, ce qu'il a raté. Philippe enregistra alors « Être ou ne pas être ». Il devait jouer Hamlet l'année suivante et la guerre de Troie n'aura pas lieu. Et on a un enregistrement, il y a eu un enregistrement chez lui, d'une voix mourante qui a été diffusée par France Culture il y a 40 ans, qui a été évidemment effacée de mes enregistrements et que je n'ai jamais retrouvé. Et je ne l'ai écouté qu'une fois, tellement c'était terrible. Triste souvenir qui nous entraîne dans une digression danoise. Le XXe siècle fut le siècle de Hamlet comme tous les autres siècles, depuis 1602. Face aux tragédiens anglais, les acteurs français poursuivent sans fin le spectre de Hamlet. Vous voyez ce dessin admirable de Lacroix, l'artiste qui se rêve en Hamlet, qui poursuit le spectre de son père. Et à côté, vous avez un ratage complet, Talma, qui a joué un Hamlet troubadour avec une traduction calamiteuse. Mais après, il s'est ridiculisé. Mais après, vous avez eu quelques grands acteurs français, Mounet Sully en post-romantique, Sarah Bernard en art nouveau et Georges Pitoyef dans un Hamlet cubiste. Ils obtinrent des triomphes sur 2 continents. Hamlet fut après 45, écrasé par la composition de Laurence Olivier. Par son introspection puissante, transposée de la scène à l'écran, Gérard Philipe s'adressa en 59 au metteur en scène d'Olivier, Peter Brook, qui est mort il y a un an. Villard avait vu Olivier dans le Titus Andronicus de Brook au Théâtre des Nations et s'était incliné devant sa maîtrise. En octobre 59, Gérard Philipe effectua son ultime voyage, je devrais dire son pèlerinage, à Stratford-upon-Avon, pour y voir Olivier dans Coriolan. Autre scène à pleurer, à 2 pas de la rue du Dragon, le 23 du même mois. Le théâtre Récamier fut attribué au TNP. Gérard Philipe s'y rendit. Il s'agenouilla devant son vieux maître du conservatoire, assis au premier rang, Georges Leroy, qui 15 ans plus tôt lui conseillait la tragédie Hamlet et le menteur. Vous aviez raison, il se pourrait que je joue prochainement Hamlet et le menteur. Donc il s'est mis à lire toutes les traductions d'Hamlet, et il faut dire que tant de ces rôles préfiguraient Hamlet. Morvan Lebesque affina l'analyse que je commençais à vous dire de Robert Kelp. Gérard Philipe a fait de Richard II le frère cadet de Hamlet, alors que Villard en faisait un Louis XI, un Richard III. Hamlet devient fou parce qu'il simule la folie. Richard II devient un roi parce qu'il simule la royauté. Richard II, c'est 7 ans avant Hamlet. Lorenzo est Hamlet sans Ophélie, je l'ai mis ici.
Cette Hamlet sans Ophélie devient débauché parce qu'il simule la débauche. Oui, je ne vous ai parlé aucun principe d'une histoire littéraire, mais c'est ce qu'on a compris à cette époque-là. On ne comprenait pas avant Hamlet, etc. Sous les républiques successives, Jean-Louis Barrault médita le rôle dans la traduction si décevante de Gide que Gérard Philippe a pris. Être ou ne pas être, tout est là, tout est là. C'est une catastrophe gidienne, ça ne va pas. Pour traduire, vous êtes ce coche. Barrault le reprit encore en 62 à l'Odéon, puis fut l'Hamlet français par défaut, le reflet de l'Hamlet impossible pour cette génération. Morvan-Levesque déplora la disparition d'un homme tel que dans son emploi, il ne sera sans doute pas remplacé dans le siècle. Alors, emploi, c'est un beau mot, c'est la coïncidence entre un rôle et la personnalité d'un acteur. Et bien parmi ces emplois en quête d'acteurs, l'on regrette surtout ceux qui ne sortirent pas de la chambre rue de Tournon. Donc je vous dis brièvement ce qui est arrivé au rôle que devait jouer Gérard Philippe. Villard pressentit en Hamlet Michel Bouquet, qui avait été Scipion, le poète, qui avait joué avec Gérard Philippe très longtemps avant, bien des années avant. Il dit une énormité, il ne comprenait pas Hamlet, il ne le joua jamais, Villard le refusa, Bouquet ne fut jamais Hamlet. Villard proposa des ersatz à Gérard Philippe, ce fut Daniel Zella, et à Hamlet, Éric XIV, qui est une pièce de Strindberg adaptée d'Hamlet, enfin inspirée d'Hamlet. Pierre Vanek, c'est lui qui hérita d'au moins un rôle de Philippe, c'est-à-dire Hector dans la guerre de Troie n'aura pas lieu, qui est d'ailleurs admirable. Et ensuite, après la démission de Villard, qui était désespéré par l'évolution du théâtre du TNP, ensuite il a joué un bel Hamlet à Chaillot dans la lignée de Laurence Olivier. Pierre Vanek n'obtint pas la carrière qu'il méritait, venant il trop tard. Philippe eut des doubles de son vivant. Nous avons évoqué brièvement Daniel Sorano, nous avons évoqué Jean-Pierre Joris, le premier Roderick d'Avignon, qui tout de même eut la chance de jouer, Caligula à la place de Gérard Philippe en 1958, parce que Gérard Philippe avait dit à Camus, qui faisait la mise en scène cette fois-ci, de le prendre. C'est vous dire qu'il avait du talent. Il est mort maintenant, il est devenu presque fou tellement il s'est mis à jouer des rôles de fou. Ça lui portait très bien. Bon. Louis Jourdan, le camarade de classe en Provence, le French lover du Quai aux Fleurs, reprit le Monte Cristo de Claude Autant-Lara. Les héritiers plus jeunes, je vous les présente presque pour plaisanter. Voilà, j'ai oublié de vous montrer. Louis Jourdan dans le Comte de Monte Cristo, et voici les deux premiers que nous avons vus quand nous étions jeunes. Bernard Verlet, c'était une copie conforme. Il a d'abord joué un peu avec Gérard Philippe au TNP, il est encore vivant d'ailleurs. Michel Leroyer, lui, est mort, c'était Lafayette, et le dernier, c'est Francis Huster, qui a souffert, enfin, mais avec sincérité, du double exemple de Gérard Philippe et de Laurence Olivier. L'adieu à Gérard Philippe fut prononcé par Jean Villard. Toutes les études, toutes les biographies se ferment depuis 65 ans sur le même texte que je vous lis, donc ce sera fini. Je vais à mon tour vous lire l'hommage rendu par Villard dans la silence de cathédrale, la cathédrale de Chelles. Mesdames, messieurs, Gérard Philippe n'est plus dans une terre qu'il aimait, proche de cette Méditerranée qui le vit naître. Voilà qu'il repose depuis la tombée de ce jour. La mort a frappé haut, elle a fauché celui-là même, qui pour nos filles, pour nos garçons, pour nos enfants, pour nous-mêmes exprimait la jeunesse. Enfin, je coupe tout de suite, c'est trop tard, je finis par cela. Que la minute de silence à laquelle je vous convie ce soir soit le témoignage de notre tristesse et de notre deuil. Ces phrases furent écrites et réécrites pendant les 3 jours qui séparèrent la mort de l'enterrement, pendant que Gérard Philippe parcourait la Via Agrippa de Paris à la Provence, de la rue de Tournon au cimetière de Ramatuelle. Elles furent dites avant les représentations de Meurtre dans la cathédrale. C'est une pièce irlandaise qui raconte, c'est une messe, pratiquement une oraison funèbre de Thomas Becket. Vous imaginez une oraison funèbre de Thomas Becket après celle de Gérard Philippe. Quelle soirée! La mort a frappé haut. La formule d'une densité insondable et de la main de Villard sonne. Villard conviait, mot admirable, à une minute de silence, généralement réclamée par quelques politiciens cyniques et pressés qui vous volent les 2/3 de sa minute. La minute de novembre 1959 se prolongea-t-elle aussi longtemps que les ovations, d'après les grands rôles au palais de Chaillot et des papes, jusqu'à 20 ou 30 minutes. Je ne sais, donc je vous donne, ça c'est le manuscrit, Villard a beaucoup travaillé le manuscrit dans les
extérieur, et je vous donne la plaque que vous voyez maintenant. Je ne sais si le passant du 17 rue de Tournon, lisant aujourd'hui sur le panneau de la ville, dommage de Villars, entend encore, assourdi par le temps, résonner les lointaines vibrations de la voix flamboyante de Gérard Philippe, que nous avons tenté maladroitement, de ranimer ce soir, aidé de votre indulgence et vous remercions de votre attention. Terrible cette émission. Terrible, alors, vraiment. Terrible, avant, c'est elle. Si certains veulent poser des questions, bien qu'il soit tard, mais profitez de la présence de Monsieur Emmanuel Schwartz, si vous avez des questions à poser ou des compléments à apporter, si certains d'entre vous ont assisté à des représentations où Gérard Philippe était. Je crois. En tout cas, merci beaucoup pour cette évocation de Gérard Philippe qui, moi, m'a rappelé beaucoup de souvenirs, bien que j'étais très jeune à l'époque. Merci beaucoup. Ils sont partis. Il a perdu du temps avec ce match. C'est quoi? C'est passé quelque chose? Excusez-moi, le son était vraiment. Le micro n'était pas bien, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais je sais pas qu'on a rendu l'oreille. Écoutez-moi, peut-être première derrière, je sais pas. Je ne sais pas, mais c'était presque inaudible. C'était le sono et nous faire. Ah oui, c'est très dommage parce que c'était sûrement intéressant. Oui, dans le micro. Mes enfants, de toute façon, oui.